Et étant chimiste, j'ai cette position qui est un petit peu intéressante pour tous les chimistes, c'est-à-dire qu'on a un pied dans la physique et un pied dans la biologie. Puisque vous savez que la cellule fonctionne avec beaucoup de chimie, et on a aussi les lois des atomes et des molécules font appel à la physique quantique. Donc, durant toute ma carrière, j'ai maintenant à peu près 30 ans de recherche derrière moi, je me suis posé la question du rôle que pouvait avoir la physique quantique pour aller un petit peu au-delà des atomes et des molécules jusqu'à la biologie. Alors, comme je ne veux pas parler dans le vide, et que je veux quand même que vous ayez quelque chose de bien correct sur le plan quantique, il se trouve que pour moi la physique quantique est assez simple. Je n'écrirai aucune équation de Schrödinger ni aucun opérateur. Je me bornerai à quelques exemples et on verra après si effectivement tout ça c'est intéressant. Donc le premier concept dont on a besoin pour appliquer la physique quantique, c'est évidemment la dualité onde-corpuscule. Alors cette dualité onde-corpuscule, en fait, elle a beaucoup surpris, mais elle vient en fait d'une seule phrase, c'est que dans la nature, aucun changement ne peut mettre en jeu une action inférieure au quantum de Planck. C'est-à-dire qu'il existe dans la nature une constante qui a la dimension d'une action, c'est-à-dire une énergie que multiplie un temps. Et la seule chose qui est importante pour le quantomécanicien, c'est que cette constante n'est pas nulle. En effet, si elle était nulle, nous serions dans le monde classique. Comme elle n'est pas nulle, eh bien, on est dans un monde qui est dit quantique, et peu importe sa valeur, parce que le principal, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que cette constante soit différente de 0. C'est là où tout démarre. À partir du moment où elle est constante et différente de 0, on peut faire deux choses. On peut associer à tout objet, alors il faut avoir bien sûr une vision classique, parce qu'il ne faut pas renier non plus le passé, c'est-à-dire que si j'ai une masse et une vitesse, on voit tous ce que c'est qu'une masse et une vitesse, à cause de la constante de Planck, je peux définir ce qu'on appelle une longueur d'onde, qui est la longueur d'onde de De Broglie, par une relation qui est très simple. Vous prenez la constante de Planck, h, et vous divisez par la masse et la vitesse. Et cette longueur d'onde, c'est une onde dite de probabilité, une onde de matière. Ce n'est pas une onde électromagnétique, ce n'est pas une onde mécanique. C'est vraiment une onde de probabilité qui évolue dans un espace complexe. Et la meilleure façon si le mot complexe vous fait peur, c'est de regarder la vidéo qui est là. Vous avez là la représentation de ce que c'est qu'un nombre complexe. C'est-à-dire, c'est soit une flèche qui tourne, soit, effectivement, si vous regardez ce mouvement en projection dans un plan, ce qu'on appelle une onde. Ce qui est nouveau en physique quantique, c'est que la matière peut s'analyser, enfin le comportement, les lois de la physique peuvent s'analyser avec ce modèle-là. La deuxième chose que vous pouvez faire avec la constante de Planck, c'est multiplier cette constante par une fréquence. Et à ce moment-là, vous obtenez un concept mécanique qui est bien connu, qui est l'énergie. C'est la célèbre relation de Planck-Einstein qui a été à l'origine de la quantification, c'est-à-dire de la loi du corps noir. Ça ne suffit pas, parce que la physique quantique introduit des incertitudes, c'est-à-dire qu'au lieu que les choses soient bien nettes, on s'autorise un certain flou sur les choses. Et ce flou, on utilise une troisième relation, qui est la relation d'incertitude de Heisenberg, c'est-à-dire que le flou sur la quantité de mouvement, qui est le produit de la masse par la vitesse, que multiplie le flou sur la position, ne peut pas être rendu plus petit que le quantum d'action divisé par 2, mais vous pouvez oublier le 2 pour les commodités. Dernière chose, on a une phase. C'est-à-dire qu'en physique quantique, on peut jouer avec des ondes. C'est-à-dire que si je prends une onde et que j'envoie une onde en opposition de phase, au lieu d'obtenir quelque chose, j'obtiens rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut annihiler ou créer des choses grâce à la phase. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin pour suivre la conférence de ces 4 notions. Et après, on peut rendre ça très mathématique, comme vous le verrez dans beaucoup de livres de physique quantique, mais en fait, ça ne sert à rien, vous avez là l'essence du phénomène. Alors, tout d'abord, quand je vous dis dualité onde-corpuscule, il y a toujours des sceptiques. Des gens qui disent « c'est pas possible, la matière, c'est la matière, c'est du lourd ». Les physiciens sont de plus en plus intéressés par savoir si effectivement, jusqu'où on peut pousser cette notion de dualité onde-corpuscule. Et là, je vous montre des expériences de 2012 où il est important de bien noter la masse moléculaire des objets qu'on envoie dans la célèbre expérience des 2 fentes. Je vous rappelle la physique quantique, vous avez 2 fentes et vous envoyez un faisceau d'objets. Et pour démontrer la nature ondulatoire de ces objets, vous
chercher si vous avez un diagramme d'interférence à la sortie. Là, vous voyez, on envoie des objets qui peuvent avoir des masses moléculaires jusqu'à 7 kilodaltons. Alors pourquoi 7 kilodaltons? Parce que si vous êtes biologiste, vous savez que dans la cellule, 7 kilodaltons, c'est énorme. On couvre quasiment toutes les molécules qui ne sont pas des protéines ou de l'ADN. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des diagrammes d'interférence. C'est-à-dire que pour expliquer le mouvement de ces objets, qui ont une masse de 7 kilodaltons, on est obligé de prendre en compte l'aspect ondulatoire. Alors ça, évidemment, si vous êtes biologiste, ça doit changer complètement votre façon de voir la cellule. Parce qu'au lieu de raisonner avec ces diagrammes de boules et des bâtons que vous indiquent les chimistes, vous devez voir ce qu'on appelle des paquets d'ondes, qui obéissent aux lois de la physique quantique et non pas aux lois de la physique classique. Donc c'est ce que je vais vous faire une petite balade dans la cellule avec ça. Alors, on va commencer par exemple par le neurone. Le neurone, alors je vais toujours prendre la version classique, celle qu'on trouve dans tous les livres de biologie. On vous apprend qu'il y a un neurone présynaptique, un neurone postsynaptique, puis il y a ce qu'on appelle une synapse. Et puis, dans cette synapse, on va libérer des neurotransmetteurs. Il y a ce qu'on appelle un potentiel d'action, qui va faire que le neurone décharge ou pas. Donc tout ça, je ne vais pas insister, c'est de la biologie moléculaire tout à fait standard. Ce que je vais amener, c'est que je vais vous donner la taille d'une synapse. Une synapse, ça fait 40 nanomètres. Qu'est-ce que ça veut dire si on est quantomécanicien, 40 nanomètres? Ben, ça veut dire que si je cherche mon neurotransmetteur, il est forcément dans ces 40 nanomètres. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement où il est, mais je sais que mon incertitude sur sa position est de 40 nanomètres. Si je connais sa masse et sa vitesse, je vais pouvoir calculer aussi sa longueur d'onde, c'est la relation de Broglie que vous avez ici. Alors, je n'ai pas pris ici le neurotransmetteur, j'ai pris le calcium qui sert à exciter le neurone, et on a mesuré ça par des techniques biophysiques. Un calcium qui rentre dans une terminaison présynaptique, il met à peu près 200 microsecondes, et il doit parcourir une distance qui est de 500 angstroms. Ça veut dire que sa vitesse classique, qui est le rapport de la distance sur le temps, est d'environ 0,25 mm par seconde. C'est le temps moyen de passage du calcium dans ce canal. Maintenant, je sais qu'un calcium, c'est 40 daltons. Et vous voyez, c'est tout simple. Vous prenez 399, vous divisez par 40 et par 0,25 10-3, et vous obtenez la longueur d'onde associée. Qu'est-ce que vous trouvez? 40 microns. C'est-à-dire que le calcium a une longueur d'onde qui est 100 fois supérieure à la jonction de la synapse. C'est-à-dire que je ne sais même pas où il est. Il est en fait partout. Une cellule, ça fait 1 micron. Il peut être à peu près partout dans la cellule. Donc vous voyez que si on prend les données quantiques, on voit qu'effectivement tout devient flou. On peut aussi calculer son incertitude pour passer dans ce canal qui est le canal calcique. Je connais sa position, puisque le canal est étroit, à 2,52 angstroms, c'est son incertitude. Ça veut dire que j'ai une incertitude sur sa vitesse de 3 mètres par seconde, alors qu'il se déplace à 0,25 mm par seconde. Réfléchissez à ça. Voilà ce que vous amène une vue quantique, c'est-à-dire qu'il faut faire attention avec les concepts de vitesse. Alors je vais prendre les neurotransmetteurs, par exemple, ça c'est encore plus intéressant. Vous avez la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, l'acétylcholine, le glutamate et le GABA sont les principaux. Hein. Il y en a d'autres, mais j'ai simplifié. On connaît parfaitement leur masse moléculaire. On a mesuré leur coefficient de diffusion dans la synapse, c'est 4,10 mètres carrés par seconde. Si vous connaissez la longueur de la synapse, ça veut dire qu'ils ont une vitesse moyenne classique de 0,1 mètre par seconde. Eh bien, vous calculez la longueur d'onde de Broglie de ces neurotransmetteurs, ça fait à peu près entre 23 et 39 nanomètres. C'est-à-dire que votre neurotransmetteur que vous croyez être libéré dans la synapse, en fait, c'est juste une oscillation de sa longueur d'onde. C'est-à-dire que la synapse a été calculée pour qu'il y ait juste une oscillation du neurotransmetteur à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, il n'a même pas besoin de diffuser. Parce que dès qu'il est libéré à la présynapse, il est automatiquement à la postsynapse. En une longueur d'onde, il a fait le trajet. On n'a plus besoin d'impliquer la diffusion. Il n'y a pas de diffusion dans les synapses. Il n'y a que de la transmission quantique. Un milieu cellulaire, c'est aussi quelque chose qui est très encombré, comme vous le montre cette belle diapositive tirée du livre de M. Goodsell.
je vous recommande de lire, parce que, pour une fois, on voit les composants cellulaires à leur échelle, c'est-à-dire à quoi ressemblerait une cellule si on avait la taille d'une protéine. Ben, vous voyez que c'est plutôt un métro à l'heure de pointe que les belles animations qu'on voit sur YouTube. C'est-à-dire que la matière doit se déplacer dans ce truc-là. Comment elle fait? Si elle doit subir un mécanisme classique par diffusion, vous comprenez qu'il y a des problèmes. Essayez de diffuser dans le métro aux heures de pointe et vous comprendrez ce que je veux dire. Heureusement, il y a la physique quantique, c'est-à-dire qu'on va utiliser la dualité onde-corpuscule pour se déplacer, non pas classiquement par diffusion, mais par effet tunnel, comme nous l'apprennent les lois de la physique quantique. Il y a une autre chose qu'il faut bien comprendre quand vous allez dans le milieu intracellulaire, c'est que vous allez rencontrer un nouvel occupant de ces lieux qu'on ne parle très peu dans les livres de biologie, qui est la molécule d'eau. Je vous rappelle qu'une cellule, c'est à peu près 70% en masse d'eau. Je me suis posé la question, comment on peut voir ces 70% en masse? Eh bien, j'ai pris ici des chiffres que vous trouvez dans tous les articles de biologie. Masse moyenne d'une protéine, 40 kDa. Densité moyenne, c'est de la matière organique, donc 1,35 g par centimètre cube. Rayon moyen, 2,3 nanomètres, ce qui fait à peu près 50 nanomètres cubes de volume. Je vous donne la taille d'une monocouche d'eau sur une protéine, c'est 0,3 nanomètres. Eh bien, vous faites un petit calcul, n'importe quel étudiant de première année peut faire ça. Vous voyez que quand je mets une couche d'eau, j'ai déjà 26% en masse. 2 couches d'eau, 44, 3 couches d'eau, 50, 6 couches d'eau, 66%, 4 couches d'eau, 66%. C'est-à-dire qu'il me faut juste 4 couches d'eau pour couvrir toutes les biomolécules qui sont dans la cellule et j'ai mes 70% en masse. Je vous rappelle que 4, ce n'est pas le nombre d'Avogadro. 1, 2, 3, 4, et ça y est, j'ai fait le tour de toute l'eau de la cellule. À ces échelles-là, ça veut dire que l'eau fait une couche de 1,2 nanomètres autour de chaque biomolécule. 1,2 nanomètres, ce sont les lois de la physique quantique qui s'appliquent et non pas les lois de la physique classique. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien montrer. C'est la composition moyenne d'une cellule telle qu'on la trouve dans les ouvrages de biologie. Mais au lieu de regarder par ce qu'on appelle le pourcentage en masse, où on voit 70% d'eau, 1% d'ion, 0,8% d'acides aminés, 2% de lipides, 15% de protéines, tous ces chiffres sont très classiques, j'ai fait la conversion en nombre. Et là, vous voyez apparaître des choses très intéressantes. Vous voyez qu'il n'y a environ que 22 milliards de molécules d'eau dans la cellule. 22 milliards, je vous rappelle, c'est pas beaucoup. 22 milliards, c'est à peu près la somme qu'a n'importe quel milliardaire sur cette planète dans son compte en banque. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans la cellule. Et on sait très bien que les lois de la physique quantique doivent être utilisées dès qu'on ne peut plus faire de moyennes statistiques. Est-ce que vous pouvez faire des moyennes statistiques sur 22 milliards avec des objets moléculaires? Moi, la réponse, je vous dis que c'est non. Il faut vraiment prendre en compte l'aspect quantique. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des ions. 121 millions, alors on oublie la virgule, mais je les ai mis pour faire beau. 121 millions d'ions. Et vous voyez que les protéines, l'ADN, tout ça, ça arrive tout en dernier. On peut aussi retenir ce chiffre qui, moi, me semble beaucoup plus parlant que le chiffre de 70%, c'est que si je prends le nombre de molécules d'eau et que je divise par le nombre total d'objets, je trouve 99,1% en mol d'eau. Posez-vous la question, pourquoi il y a autant d'eau dans la cellule et pourquoi on n'en parle pas dans les livres de biologie? Alors, on a beaucoup débattu pour ce qui était la vie. Pour moi, la vie, c'est simple, c'est de l'eau et des ions. Pourquoi? Ben, regardez le tableau. Qu'est-ce qu'on trouve d'abord dans une cellule? De l'eau, et ensuite des ions. Donc, moi, je ne suis pas darwinien, je ne suis pas lamarckien, je ne suis pas évolutionniste, je suis massique, nombre. Ce qui est important, c'est ce qui est le plus nombreux, l'eau et les ions. C'est-à-dire que finalement, voilà à quoi ressemble un être vivant. Et là, j'ai bien apprécié tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que là, vous avez ce qu'on appelle un schéma topologique d'un être vivant. C'est-à-dire, ça, c'est pas du darwinisme, ça ne vient pas de la sélection. Ça vient de la nécessité d'être vivant. Et ce schéma-là, tous les êtres vivants le partagent. C'est-à-dire, il faut un tube traversé par de l'eau et des ions. Et à partir du moment où vous avez ça, vous avez un être vivant. C'est ma définition de la vie. Et elle a l'avantage que là, à partir du moment où c'est des eaux et des ions qui interviennent, vous savez que vous avez quelque chose qui est soumis aux lois de la physique quantique compte tenu des faibles masses moléculaires.
j'ai parlé d'eau, donc on va se poser la question comment l'eau rentre dans la cellule. Alors ça, c'est assez récent, c'est des études qui datent d'à peine une vingtaine d'années. Ce sont les aquaporines. On a découvert que la cellule a une membrane, ça on le savait depuis longtemps, mais que cette membrane est hydrophobe. Ce qui fait que pour que l'eau passe, il faut ce qu'on appelle un canal, ça s'appelle une aquaporine. Et alors, on a identifié depuis une vingtaine d'années à peu près 12 ou une quinzaine d'aquaporines. Et là aussi, on peut voir un bel exemple de quelque chose qui n'est pas du darwinisme, c'est que toutes les aquaporines ont une forme en double entonnoir. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'eau rentre et que l'eau sorte. Et si vous voulez faire rentrer et sortir quelque chose, il vous faut forcément un double entonnoir, et ça n'a rien à voir avec de l'évolution. C'est de la nécessité, de par même la structure, c'est-à-dire l'idée de devoir gérer de l'eau et des ions. Alors, on va se faire plaisir. Je vais vous montrer ce que les mathématiciens, enfin les biologistes moléculaires, dépensent. Ils dépensent des fortunes pour faire ce genre de film. C'est le mouvement de l'eau dans une aquaporine. Ça a été fait par des supercalculateurs. On prend les lois de la physique et on regarde comment une molécule d'eau se déplace. Et vous voyez, vous suivez la petite boule jaune. On l'a mis en jaune parce que sinon, vous ne sauriez pas où elle est. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Vous voyez qu'on est là avec quelque chose qui est pseudo-quantique, c'est-à-dire que la molécule d'eau, elle oscille, elle rentre, elle veut aller, puis elle revient sur ses pas. Et on voit que finalement, statistiquement, elle arrive à passer. C'est-à-dire qu'elle va finir par passer. Alors, ce que ne vous montre pas ce film, c'est qu'en fait, là, il y en a peu qui passent, il n'y en a qu'une, mais en fait, il y en a 3 milliards par seconde qui passent dans un canal d'aquaporine. On a mesuré le coefficient de diffusion, c'est 4 10-10 mètres carrés par seconde. C'est-à-dire que la vitesse classique pour passer, c'est à peu près 1 mètre par seconde. Pour mémoire, je vous rappelle que l'eau liquide a un coefficient de diffusion de 23 10-10 mètres carrés par seconde par rapport à 4 dans l'aquaporine. C'est-à-dire que malgré que l'eau doit passer par un fil fin, un canal qui est extrêmement étroit, eh bien, elle a un coefficient de diffusion qui n'est que de 5 fois inférieur à celui de l'eau liquide. Ça ne vous surprend pas? Alors, il y a pire, parce qu'on a toutes les structures de ces protéines. Moi, je les ai regardées toutes en détail, et par exemple, vous prenez l'aquaporine 0, la taille du canal, c'est 1,96 angstrom. Je vous donne la taille d'une molécule d'eau, c'est 3. Donc vous essayez de faire passer 9 milliards de molécules par seconde à travers d'un trou qui est 2 fois ou 3 fois plus petit que la molécule elle-même. Il vaut mieux que vous le sachiez. Alors voilà, les biologistes disent la protéine va se dilater pour laisser passer l'eau. Oui, mais n'oubliez pas que vous êtes dans un objet qui fait plusieurs kilodaltons de matière. Si vous tirez là, ça va contracter ailleurs. C'est pas forcément évident d'ouvrir un trou quand vous êtes comme ça. Et pourtant, il y a 3 milliards de molécules qui passent par seconde. Un coefficient de diffusion. Alors évidemment, comme vous avez eu le titre de l'exposé, vous connaissez la solution. C'est qu'évidemment, tout ce beau film ne sert à rien. On va appliquer le principe d'incertitude d'Heisenberg et la relation de De Broglie-Schrödinger. On connaît la masse de l'eau, 18 Dalton. On sait que par les mesures que c'est 1 mètre par seconde classique, ça fait une longueur d'onde de 18 angstrom. C'est-à-dire que vous avez grosso modo 2 longueurs d'onde que la molécule d'eau doit passer pour passer d'un côté du milieu intracellulaire au milieu extracellulaire ou réciproquement. Si vous prenez la relation d'incertitude d'Heisenberg, vous avez 1 mètre par seconde de vitesse classique avec une incertitude qui va entre 5 et 8 mètres par seconde. De nouveau, on voit que cette vision classique est complètement à côté de la plaque. Il y a aussi quelque chose qui est très surprenant. Si vous prenez l'aquaporine GLPF, qui est en fait une aquaglycéroprotéine, qui fait passer à la fois l'eau et le glycérol. Le glycérol passe plus vite que l'eau, alors qu'il est plus gros. Comment vous expliquez ça? Eh bien, seul un mécanisme ondulatoire, c'est-à-dire que vous allez régler la taille du canal pour que la longueur d'onde soit en opposition de phase pour l'eau, mais pas pour le glycérol. Ce qui fait que l'eau ne passera pas, et le glycérol, lui, passera. Donc vous voyez qu'au cœur même des cellules, vous utilisez la physique quantique pour que ça passe. Bon, allez, on va parler un petit peu des ions. Il y a aussi beaucoup d'ions dans une cellule. Potassium, magnésium, sodium, chlore, etc. Alors,
On peut parler par exemple des protons. On vous parle de gradient de protons dans une cellule. Savez-vous que dans une cellule comme Escherichia coli, vous n'avez que 30 protons? Bonjour le gradient. Donc ce qui veut dire que les protons sont gérés dynamiquement. Ils ne sont pas stockés comme les autres ions, comme le potassium par exemple, qui lui est un ion de structure. Vous voyez très bien que vous avez des ions de structure et des ions de fonction. Il y a des ions qui sont recyclés. Regardez ça, ce sont des vétérinaires qui font de la nutrition animale. Pour que les animaux soient en bonne santé, ils ont tracé le diagramme que vous voyez à gauche, qui s'appelle l'antagonisme et la synergie entre oligoéléments. Et on a mesuré ça sur des parois intestinales. Ça vous rappelle rien, ce diagramme? Vous voyez que tout ion est influencé par une autre. C'est-à-dire que si je joue par exemple sur le cuivre, je vais perturber le zinc, je vais perturber le phosphore, je vais perturber le magnésium, etc. Vous voyez l'inanité qu'il y a de vouloir jouer sur un cation, sachant qu'ils sont tous reliés entre eux comme ceci. Alors ça, si on calcule la longueur d'onde de De Broglie, on voit qu'on a des longueurs d'onde qui sont supérieures à 0,2 microns de De Broglie et Schrödinger. Donc ça veut dire que tous ces ions sont en fait en intrication quantique à l'intérieur de la cellule. Donc, quand vous prescrivez, si vous êtes médecin, des oligoéléments, ayez toujours ce schéma en tête, parce que si vous pensez qu'il suffit de rajouter un élément quand on est en carence, vous avez tout faux. On sait aussi, ça en tant que chimiste, ça m'a toujours surpris, on me dit, il y a une molécule, des réactions qu'on ne peut pas faire à température et pression ambiante, on va utiliser une enzyme. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enzymes, c'est des espèces de boîtes magiques. C'est-à-dire qu'il y a une enzyme, vous pouvez faire quasiment n'importe quoi à l'intérieur. Et vous avez une enzyme pour tout. Et moi, en tant que chimiste, je me suis dit, mais bon sang, quand même, il faut casser des liaisons covalentes, il faut les recréer, c'est quand même pas de la chimie. Nous, en laboratoire, quand on essaye de faire ça, on y passe 2 thèses, 3 thèses. Et la cellule, pof, là, hop, une petite cavité, et c'est fait. Eh bien, je me suis intéressé, justement, on me dit, regardons un petit peu la taille d'une cavité enzymatique, c'est à peu près 1 nanomètre de diamètre suite au repliement des résidus hydrophobes. J'ai calculé l'incertitude sur la vitesse, et comme je connais l'incertitude sur la vitesse, je peux avoir à peu près l'incertitude sur l'énergie que j'ai dans ma cavité. Ça me donne une relation très simple. Vous voyez que pour une molécule qui fait à peu près 1000 Dalton, pour une incertitude de 1 nanomètre, j'ai donc une énergie de 4,7 électronvolts. Vous imaginez ce que c'est que 4,7 électronvolts? Vous pouvez casser n'importe quelle liaison avec ça. Si vous prenez l'eau, vous avez une énergie quantique de 26 électronvolts, c'est-à-dire 2 fois son potentiel d'ionisation. Vous devez voir ces cavités enzymatiques comme de véritables fours crématoires quantiques. C'est-à-dire que quand la matière arrive là-dedans, ça part dans tous les sens et aucune liaison ne peut résister. Et toute la complexité de la protéine, en fait, c'est de mettre les bouts qu'il faut pour rattraper les morceaux et ressortir à temps le truc qu'on a bien voulu faire. Donc vous voyez que là aussi, la physique quantique est au cœur des protéines. La physique quantique nous apprend aussi qu'il y a des spins, qui sont des rotations des objets quantiques sur eux-mêmes. Ça, c'est connu depuis 1922. Alors on a des spins pour tout. On a des spins pour l'électron, pour le proton, le neutron, le neutrino, pour le photon. On a ce fameux principe d'exclusion de Pauli qui nous dit qu'on ne peut jamais mettre 2 fermions dans le même état quantique et 2 bosons, par contre, peuvent y être. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle la règle de Wittner-Meyer, c'est-à-dire que le spin en physique quantique, et en physique classique d'ailleurs, est toujours conservé. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question du spin? Ben, vous devriez. Parce qu'il se trouve qu'une des molécules les plus importantes de la vie, qui est l'oxygène, est justement une molécule qui a un spin qui est non nul. Ah. Donc, comme le spin est non nul, ça veut dire que les règles quantiques de spin vont s'appliquer, elles sont ici. Il faut que la différence entre le spin de A et le spin de B, ou la somme, soit toujours comprise entre SA et SB. Ce sont des lois qui sont bien connues. Alors, vous voyez que l'oxygène a une tare, c'est qu'il est un état, ce qu'on appelle triplé de spin. Alors, il a bien sûr un état singulier, mais qui est plus haut en énergie et qu'on ne peut obtenir que photochimiquement. Alors, je prends une des réactions les plus banales de la vie, qui est la fabrication de l'ATP.
Savez-vous que pour fabriquer cette fameuse molécule d'ATP en utilisant le cycle de l'acide citrique, il vous faut faire varier de 6 unités le spin? Parce que vous devez consommer 6 atomes, 6 molécules d'oxygène, c'est-à-dire 6 fois un spin 1, pour faire des molécules qui ont un spin nul. La physique quantique vous interdit de faire ça. Et vous comprenez maintenant pourquoi le cycle de l'acide citrique est aussi complexe. C'est parce qu'il faut jouer avec cette interdiction de spin. Il faut la contourner pour pouvoir arriver à faire réagir l'oxygène avec du sucre. C'est-à-dire que si je mets du sucre et de l'oxygène, ça ne réagit pas à cause du spin. Mais vous le savez tous déjà, cette table qui n'est jamais que du sucre, est-ce qu'elle brûle? Non. Pourtant, la thermodynamique vous dit qu'elle devrait brûler. Le delta H de la réaction est énorme. Elle ne brûle pas parce que le spin l'interdit et qu'il n'y a aucun mécanisme pour transformer l'oxygène triplé en oxygène singulier. Alors, dans la cellule, ce mécanisme existe, évidemment, c'est pour ça que vous avez du fer. Le fer est là pour jouer avec le spin. C'est-à-dire qu'avec ces états de spin multiples qui sont dus aux orbitales d, vous allez pouvoir créer, jouer avec le spin et surtout faire cette chose très intelligente. C'est que vous allez transpirer du spin, qui est un mouvement de rotation sur la particule sur elle-même, en du mouvement orbital. Parce que l'idée du spin, c'est peu importe où il se trouve, c'est qu'il soit le même à gauche qu'à droite. Et donc, vous allez contourner les règles de spin en jouant sur le couplage spin-orbite, et c'est l'ion fer qui est le plus utilisé dans ce domaine-là. Bon, ça, c'est un truc que peu de gens savent. C'est que même l'eau est conditionnée par le spin. Savez-vous qu'il existe 2 types d'eau? Ce qu'on appelle l'eau ortho et l'eau para. Pourquoi? Parce que l'hydrogène est une particule de spin 1,5 et que la molécule d'eau, comme vous le savez, c'est H2O. J'ai 2 hydrogènes. Si j'ai 2 hydrogènes, je dois me poser la question comment se combine le spin? Est-ce que je mets mes 2 hydrogènes avec le même spin ou est-ce que je les couple antiparallèlement? Eh bien, les 2 cas existent. On a donc l'eau ortho qui est de spin 1 au niveau des hydrogènes et l'eau para qui est de spin 0. Et il se trouve que ces 2 états de spin ne se mélangent pas. C'est-à-dire que je ne peux pas transformer l'eau ortho en eau para. Pourquoi? Parce que le spin se conserve toujours. Et que donc, j'ai bien toujours 2 types d'eau dans la cellule, de l'eau ortho et de l'eau para. Il y a des choses intéressantes. Par exemple, l'eau ortho, compte tenu de sa structure, elle est obligée d'être toujours en rotation. Elle ne peut jamais s'arrêter. Elle est soumise à ce qu'on appelle l'énergie du point zéro. Parce que son premier niveau excité, il n'est pas d'énergie nulle. L'eau para, par contre, elle peut commencer à 0, ce qui fait qu'elle peut s'arrêter de tourner. C'est-il pas original? 2 types d'eau, une qui peut bien tourner, une qui ne peut pas. Et voilà, vous avez une nouvelle complexité dans la cellule. Alors, incidemment, je vous rappelle que l'eau para a un spin de nul. Et si vous êtes, comme tous ces médecins qui utilisent ce qu'on appelle l'IRM pour étudier, par exemple, une tumeur cancéreuse, savent-ils qu'on perd un quart de l'eau? Parce qu'évidemment, pour faire résonner les spins des protons, il faut avoir l'eau ortho. Toute l'eau para est invisible. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave, on en voit quand même 3%, 75%. Vous en êtes sûr? Regardez ça. Si je mets de l'eau ortho et de l'eau para au contact de l'ADN, qui c'est qui gagne? L'eau para. C'est-à-dire que comme l'eau para accepte de s'arrêter de tourner, c'est elle qui s'absorbe préférentiellement sur les biopolymères. Ce qui fait que quand je fais mon IRM, mon analyse, mon imagerie magnétique, qu'est-ce que je vois? L'eau ortho qui n'est pas l'eau sur les protéines. C'est con, hein? Alors, on peut même faire un petit peu de mécanique quantique relativiste et mettre de la relativité générale. C'est Wigner qui a fait ça pour la première fois. Wigner s'est dit, il y a des incertitudes quantiques. Soit une horloge de masse m et qui a une certaine extension delta x égale L. Si vous avez remarqué ce que c'est que la vie, c'est un processus qui est extrêmement bien régulé, temporisé. C'est-à-dire que dans les synthèses des protéines, il y a toujours des choses qui se font. Et il faut une horloge pour fixer la synchronisation de toutes les activités de la cellule. Wigner s'est posé la question de savoir, mais cette horloge, ce n'est pas une horloge classique. C'est forcément une protéine. Pourquoi? Parce que le milieu cellulaire, c'est un micron. Et à l'intérieur d'un micron, vous ne pouvez pas mettre une horloge de 2 mètres. Vous allez devoir mettre une horloge nanométrique. Mais qu'est-ce qui se passe si je passe une horloge nanométrique? Ah, j'ai les relations d'incertitude qui arrivent.
Et vous voyez qu'on a un temps de dérèglement qui est fonction de la masse, du carré de la taille que divise la constante de Planck. Et quand vous prenez les chiffres qu'on trouve dans la cellule, vous trouvez un temps de désynchronisation de 0,3 millisecondes. C'est-à-dire que la cellule, elle crée son horloge parce qu'elle a besoin de synchroniser ses mouvements, et 0,3 millisecondes après, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ben, elle doit balancer l'horloge parce qu'elle est déréglée par les incertitudes quantiques pour en refabriquer une autre. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Les moteurs moléculaires. Oh, c'est beau ça. Moi, j'adore ces animations qui sont faites par des physiciens classiques. Mais, oui, t'en fais pas. J'ai pris la masse de l'ADN polyméral, longueur 10 nanomètres, j'ai appliqué les relations d'incertitude de Wigner, et je vois que l'incertitude sur ma vitesse du brin d'ADN est de 5×10-8 mètres par seconde. Or, je vous rappelle que la vitesse de déplacement le long du brin est de 10-7 mètres par seconde. C'est-à-dire que l'ADN polymérase fonctionne juste à la limite de dérèglement quantique. Elle est juste un petit peu en dessous. C'est-à-dire que la nature s'arrange pour aller optimiser jusqu'à aller jusqu'à l'incertitude quantique, parce qu'après, les horloges ne marchent plus. Elles se désynchronisent. On a aussi cette belle moteur actine-myosine qui fonctionne aussi à 10-7 mètres par seconde. Et si vous demandez à un biologiste pourquoi 10-7 mètres par seconde, eh bien, il va vous dire, bon, je ne sais pas. Maintenant, vous avez une réponse, c'est le temps qui est de désynchronisation de l'horloge moléculaire qui va régler le mouvement de la tête de myosine. Le muscle. Vous croyez que c'est une chose simple, un muscle, hein? Tout le monde sait faire fonctionner ses muscles. On a fait des petits calculs pour voir. Supposons que le muscle soit un objet classique. Il est soumis à ce moment-là aux lois de la thermodynamique, c'est-à-dire que le second principe me dit qu'il faut une source froide et une source chaude, et que mon rendement mécanique sera 1 moins T2 sur T1. C'est l'ordre Kelvin 1850, hein, j'invente rien. On connaît la chaleur produite par un muscle, donc on peut calculer la température de la chaudière 1000 Kelvin. Savez-vous ce que c'est que 1000 Kelvin? C'est la température de la chaudière qu'il faut pour faire fonctionner votre muscle, classiquement. Alors heureusement, on n'est pas dans le cadre de la physique classique, on est dans le cadre de la physique quantique, c'est-à-dire que l'énergie est quantifiée, comme vous le savez. Si vous appliquez les lois de quantification, eh bien vous savez que l'énergie arrive par des échelles d'énergie. Voilà. Après, bon, là, suivant la forme du potentiel, vous avez différents barreaux, mais on a des écarts entre les barreaux. Et c'est ça que va exploiter le muscle. C'est qu'au lieu de répartir l'énergie sur tous les barreaux comme le ferait classiquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va focaliser l'énergie sur un barreau. Quand vous faites ça, eh bien, vous voyez qu'à ce moment-là, on peut recalculer toutes les lois en tenant compte de cette quantification de l'énergie. Ça donne ce qu'on appelle un rendement quantique état Q, qui dépend de la température T2 et de l'énergie, maintenant non plus de la température T1, puisque je suis en quantique, mais de l'énergie dont je dispose. Si je transporte cette énergie sur un degré de liberté de la myosine, je fais le petit calcul, je vois que j'ai un rendement de 65% par rapport à 70 théorique. C'est-à-dire que le muscle est une machine quantique et non pas classique. Si elle était classique, elle n'aurait qu'un rendement de 13%. Je terminerai en... parce que là, je ne peux pas vous dire tout en trop de temps, en allant regarder du côté de la physique quantique des champs. Parce que tout ce que je vous ai raconté là, c'est de la physique quantique bas de gamme, standard. Il y a beaucoup mieux. C'est la physique quantique des champs où on joue avec un monde qui s'appelle virtuel. C'est-à-dire qu'on va emprunter au vide de l'énergie et avec ça faire des forces. Alors, dans ce monde virtuel, c'est simple. Il vient vous dire pourquoi un monde virtuel? C'est tout simplement parce que la constante de Planck n'est pas nulle. Et jusqu'à présent, j'ai toujours regardé ce qui se passait lorsque l'incertitude sur l'énergie que multiplie l'incertitude sur le temps était plus grand que h bar. Ça, c'est le monde réel, observable. Qu'est-ce qui se passe si je me place de l'autre côté de l'inégalité? Comme je n'ai pas violé l'inégalité, je suis ce qu'on appelle dans le monde virtuel. Et dans ce monde virtuel, tout est possible. Par exemple, le vide vous apparaît comme ceci dans ce monde virtuel. C'est pas vide, il est plein. Ah, mais il est plein, donc je vais peut-être pouvoir utiliser des choses. Si je peux utiliser des choses, eh bien,
c'est justement là où intervient pourquoi il y a autant d'eau dans une cellule, c'est que l'eau va utiliser de l'énergie du vide pour s'exciter, non pas de façon externe, mais de façon interne. Et si elle se relaxe toute seule, eh bien vous avez ce qu'on appelle de l'eau vapeur. Si par contre elle transfère son excitation qui vient de ces excitations du vide sur une autre molécule, vous avez ce qu'on appelle de l'eau liquide, ou de l'eau interfaciale qui est de l'eau intracellulaire. Donc ceux que ça intéresse, c'est publié dans une revue qui s'appelle Water, je vous mets la référence ici. C'est-à-dire que l'eau, et c'est pour ça qu'elle est prise par la cellule, elle est tellement petite qu'elle a cette capacité à voir ces fluctuations du vide et à s'auto-exciter avec ça. Alors ça bouleverse tout. Ça veut dire que l'eau devient en fait l'objet le plus important de la cellule. On peut oublier quasiment les protéines et l'ADN. Qu'elle se structure suivant ce qu'on appelle des domaines de cohérence. Je vous mets ici une image, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle de l'eau qui est cohérente sur le plan quantique et de l'eau qui est incohérente. Et le rapport cohérent-incohérent dépend de la température. Et surtout, ça va vous permettre, peut-être, ça ce sont des recherches qui sont en cours, de comprendre le phénomène de conscience. Parce qu'on a des modèles, par exemple le modèle de Penrose-Amorph de la Conseil, qui fait justement appel à cette transition de cohérence et d'incohérence à l'intérieur des microtubules qui sont dans nos neurones. Voilà, j'ai terminé. Je voudrais juste vous dire qu'avec cette physique quantique des champs, il y a tout un monde qui s'ouvre à la science, et ce monde, il va révolutionner le XXIe siècle. C'est le monde des effets des tensions électriques, des effets des champs magnétiques, des effets des vortex, des effets de lumière, de son, de mots sur l'eau, y compris de la pensée. Et c'est aussi, évidemment, là où vous allez déguster un max, puisqu'on a une génération d'ondes électromagnétiques absolument anarchique en ce moment, et que l'eau est sensible aux ondes électromagnétiques dans le cadre de la physique quantique des champs, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous griller nous-mêmes avec nos portables. Donc tout ça, ça va sortir dans la presse, ça va sortir dans la littérature, on est en train de préparer les revues, et c'est là que je conclurai, c'est que la plus belle preuve que tout ceci n'est pas simplement que ce monde virtuel a une existence bien réelle, c'est que vous avez donc toutes les belles expériences de Luc Montagnier qui vous montrent qu'en lisant simplement de l'eau, on peut recréer un ADN. Ça a été publié par Luc Montagnier il y a 2 ans ou 3 ans. Et donc voilà, il va y avoir toute une nouvelle physique, tout ce que vous avez appris dans vos livres de biologie, bien, ça reste valable, mais il va falloir actualiser tout ça à la lumière de la physique quantique. Et je serai évidemment très vigilant, je vais beaucoup faire le maximum pour que les biologistes prennent conscience que toute la cellule fonctionne de manière quantique et qu'on n'est plus avec simplement de la philosophie. Je vous ai donné les chiffres, je vous ai donné les expressions, les relations. On est vraiment dans un cadre quantique pour comprendre comment fonctionne une cellule. Je vous remercie.